Les Congolais sont allés au-delà de leurs valeurs. Nous ne pouvons pas avancer, puisque nous avons certaines valeurs à sauver. L'intellectuel congolais a une valeur à sauver. Donc nous avons des gens en veste, mais sans épaisseur scientifique. En réalité, du côté scientifique, nous avons des scientifiques qui, tantôt, il y avons ceux qui sont infectés et les non-infectés. Vous dites. Les scientifiques infectés, moi je dis souvent les scientifiques infectés. Parce que, imaginez-vous, à l'époque, un professeur, c'est un savant. Okay. L'État congolais, la justice avait un seul ordre qui avait concentré tout le reste d'ordre. C'est-à-dire qu'il n'y avait qu'un seul ordre, l'ordre judiciaire, qui à son sein, l'ordre administratif était comme un département ou une chambre. Okay. Tandis que, quand nous sommes arrivés à la révolution de la nouvelle constitution que nous avons en ce jour, de 2006, il était important que nous puissions emprunter le système moderne de fonctionnement des justices comme se fait dans les États modernes. Okay. Entre autres, que chaque fait trouve son juge, que chaque entité trouve ce que nous appelons communément dans la Constitution juge naturel. Okay. Aujourd'hui, tu dis à quelqu'un, professeur, c'est un savant, il peut douter. Ah oui, hein. Il peut douter. Tout est monnayé aujourd'hui. Tu vois, il peut douter. Il va te dire, mais il a fait sa thèse où? Et les membres de son jury étaient composés de combien de professeurs ordinaires? Et il sort de quelle université? Ça devient un problème. Le substantif ou le nom professeur d'université est en train de perdre petit à petit sa substance. Je me rappelle. Pourquoi? Parce que nous disons qu'il y en a qui ne restent plus dans les laboratoires. Parce qu'un professeur d'université, c'est un savant qui ne se sépare pas de son laboratoire. C'est une injonction aujourd'hui au procureur général d'arrêter quelqu'un qui a engrossé une femme qui a 22 ans. L'homme, il a 20 ans, la femme a 22 ans, ou l'homme a 22 ans, la femme a 20 ans. Non, du fait qu'il l'a engrossé, monsieur le procureur, nous voudrions que tu puisses l'arrêter. Le procureur examine l'injonction du ministre, il trouve qu'il n'y a aucun fait qui le pousse, lui, procureur, de trahir son serment. Ok. De ne rester que sous l'autorité de la loi. C'est ça le serment. Donc ce serment est sacré. Oui. S'il trouve qu'il n'y a pas un comportement répréhensible qui entre dans le champ de mes actions en tant que procureur, le gardien de la loi, il ne peut pas procéder, aller arrêter un garçon qui a engrossé une femme de 20 ans. En termes de viol ou en termes de quoi? Le président a dit que la justice est malade. Moi, ce concept-là, ce mot-là, je ne l'ai pas aimé. Excusez-moi, ça m'engage comme moi. Non, la justice lui dérange, lui cause le mot de tête. Non, regardez une chose. La justice n'est pas malade, en fait. Il faut trouver des mots justes à donner à cette justice. Okay. Qui, du reste, le président est le produit de cette justice-là. Le président de la République est le produit de la justice injuste, la justice malade. Alors, s'il faudrait dire à sa justice qu'il a rendu président qu'elle est malade, quel est le sort de son arrêt qu'il a confirmé président de la République? C'est un arrêt malade. Non, quand on dit que dans un hôpital, il y a des malades, cela ne veut pas dire que là-bas, il n'y a pas de gens qui... Allons-y sur une analyse claire et simpliste. Vous comprenez? La justice peut rencontrer des problèmes, puisque l'État lui-même a un problème. Okay. Bon, est-ce que nous pouvons parler que la justice est malade et que l'État est bien? C'est bon. Mais l'absence de l'État se fait sentir à partir de ce cri d'alarme de Makala. Une prison qui était construite pour peut-être 6 000 personnes a aujourd'hui plus de 20 quelques ou 18 000 quelque chose de personnes. Ça veut dire quoi? L'État n'existe pas. Non. Vous comprenez? Tout ce que la loi pénale n'a pas prévu peut arriver que le ministre se réveille de son sommeil pour dire, écoutez, arrêtez-moi toute personne qui va porter une chemise blanche. Mais attends, la loi pénale n'a pas prévu une peine, même pas de privation de liberté, à tous ceux qui porteraient des chemises blanches. Mais le ministre dit, non, comme la personne qui est avec moi des problèmes porte souvent des chemises blanches, je veux qu'on m'arrête tous ceux qui ont des chemises blanches. Donc le ministre ne peut pas agir avec ses imaires, même s'il veut, il doit respecter les lois de l'arrêt. Qui est le régulateur alors de la société, si ce n'est pas le ministre de la Justice? Non, il n'est pas le régulateur. Il est l'autorité qui présente de réformes. Ok. Le Congo a besoin de ses dignes fils pour que
certaines analyses soient vraiment mises à la place publique pour que ceux qui sont dans l'ignorance puissent comprendre que la science, en République démocratique du Congo, il faut que la science soit respectée et que les lois de la République soient respectées. Nous parlons de l'état de droit. Est-ce ceux qui dirigent respectent réellement l'état de droit? Nos textes, est-ce que nos textes sont respectés? Est-ce qu'il y a l'ignorance par rapport à ceux qui dirigent, qui appliquent mal nos textes? Est-ce les comètes mortels, le public, ont l'habitude de lire? Sur ces plateaux, vous étiez très nombreux, ça fait plus de 4 mois. Vous m'avez dit, Delphin, il faut les chercher. Lui, c'est un scientifique. J'ai vraiment fait les efforts pour qu'il accepte mon invitation d'aujourd'hui. Il est là avec nous. Lui s'appelle Maître Armand Lokeka. Il est avocat, chercheur en droit des contentieux à l'UNIKIN, spécialiste en droit politique. Je précise bien. Maître Armand Lokeka, il est avocat, chercheur en droit des contentieux à l'UNIKIN et spécialiste en droit politique. Avec lui, nous allons tenter d'analyser un grand sujet. Je précise bien, un grand sujet parce que plusieurs hommes de métier, ils sont devant la télévision. Vous êtes en train de nous suivre en direct sur notre chaîne YouTube, au Centre TV ou Delcas TV. Et aussi, vous nous suivez en direct sur 10e rue et d'autres chaînes qui va nous relayer, comme d'habitude, Centrale Télévision, BRT et d'autres chaînes. La thématique avec mon invité: les compétences et attributions du ministre de la Justice avec de parquets près les cours et tribunaux en République démocratique du Congo. Les compétences et attributions du ministre de la Justice avec de parquets près le cours et tribunaux en République démocratique du Congo. Maître Armand Lokeka, soyez le bienvenu. Merci beaucoup, Monsieur Delphin. Est-ce la République démocratique du Congo, c'est un pays respectueux d'abord? Oui, en fait, la République démocratique du Congo est un pays qui est en train de chercher son respect. C'est un pays qui est en train de chercher son respect. Parce que les efforts sont en train d'être conjugués au jour le jour, fournis au jour le jour, dans chaque secteur d'activité qui font que l'État soit respecté. Donc c'est un pays en voie de recherche du respect. Un pays en voie de recherche du respect. Est-ce la souveraineté de la République démocratique du Congo est en bonne santé? Non, nous avons une souveraineté faible. Et qu'est-ce que je veux parler par la souveraineté faible? C'est une souveraineté qui permet à une élite de subjuguer sur les non-élites, en défendant les antivaleurs sous connotation ou présomption de l'exercice de la souveraineté. C'est-à-dire, c'est nous qui sommes détenteurs d'une certaine réflexion illuminée. Nous sommes en train de servir, pas de servir, mais d'asservir ceux qui ne sont pas comme nous. Et en défendant notre souveraineté occultée derrière nos antivaleurs. Donc cette souveraineté n'est pas une souveraineté de valeur. Notre souveraineté n'est pas une souveraineté de valeur. C'est une souveraineté qui est une souveraineté de faiblesse. Quel est le pays, par exemple, en Afrique, qui a une souveraineté de valeur? La souveraineté de valeur, excusez-moi, ça va peut-être gêner certains. Sentez-vous à l'aise. Je prends par Vous exemple... êtes un chercheur, n'oubliez pas. Certains pays où les lois sont respectées, parce que la problématique, c'est laquelle? C'est le mariage entre l'état de droit et la souveraineté. Soit on est dans un état de droit sans souveraineté, soit on est dans un état souverain sans état de droit. Parce que vous allez retrouver que on reconnaît le pouvoir. Un ministre, par exemple, qui se compromet, mais on nous dit que toutes les juridictions de la RDC, aucune juridiction n'est compétente pour l'entendre. Vous imaginez? Donc on est dans une situation vraiment honteuse où on n'a pas le droit qui existe, mais on prétend avoir une souveraineté. Il y a l'inexistence totale d'un pays qui doit être respecté.
Heureusement que tu m'as posé la question si le respect. Le respect ne vient que si le pays arrive à concilier la souveraineté et l'état de droit. Alors, si les pays dans les concerts des nations, le pays est identifié et respecté avec ses symboles, et ne pensez-vous pas que ce pays est souverain? Oui, mais ce que je dis, la souveraineté fait que ces antivaleurs ne permettent pas aux personnes qui peuvent exercer la loi, que ce soit les traités et accords sur lesquels, qui exercent plutôt une suprématie sur les lois internes, ne sont pas applicables automatiquement. Pourquoi? Parce que les dirigeants de chaque pays brandissent la souveraineté, que nous avons agi puisque nous sommes souverains. Et ce n'est pas ça, en fait, l'exercice d'une souveraineté. Ce n'est pas devant les antivaleurs qu'on brandit la souveraineté, mais plutôt la souveraineté doit se faire sentir dans l'applicabilité de droit. La souveraineté, un État souverain, c'est un État qui, à son sein, a aussi le respect de droits et de règles, dont on ne peut pas trouver l'impunité, on ne peut pas trouver la corruption, on ne peut pas trouver des hommes qui ne peuvent être entendus dans aucune juridiction. Et en EDC, on en a des jurisprudences. Nous allons revenir sur cette thématique si compliquée, mais il faut d'abord vider les arriérés, c'est important parce que l'émission est en direct sur notre chaîne YouTube, au Centre Télévision ou Delcas Télévision. Vous pouvez prendre les liens, laisser vos commentaires, poser des questions. Je sais que l'homme va vous offrir la science, mais il peut aussi dire des choses qui ne correspondent pas avec nos textes. Vous pouvez également nous aider en posant des questions très questionnantes. Il y a un numéro affiché. Mais Maître Armand, je précise bien la thématique. Les compétences et attributions du ministre de la Justice avec le parquet près les cours et tribunaux en République démocratique du Congo. Mais une question qui reste encore comme arriérée. Est-ce le Mali, le Burkina Faso et l'autre pays là où il y a eu des putschistes, aujourd'hui, en Afrique, ils ont créé une structure où ils sont un peu en dehors. Le AS. Oui, oui. Est-ce, pensez-vous que c'est des pays rebelles ou c'est des pays qui ont affirmé leur souveraineté? Ils se rebellent contre qui? Contre des structures que tout le monde se reconnaisse dedans. Un pays ne peut pas être rebelle contre qui? Un pays rebelle n'existe pas. Il va se rebeller contre qui? Un pays qui y affirme leur appartenance, leur originalité, qui veut s'auto-prendre en charge. Ils vous disent non, vous nous avez beaucoup aidé, pour l'instant nous ne voulons plus avoir votre aide, laissez-nous nous battre, patauger, nous savons qu'un jour nous sortirons de la boue. Ces pays-là deviennent rebelles? Non. C'est aussi une façon de s'affirmer. En réalité, il y a un déficit dans le raisonnement, ce que nous appelons la spiritualité politique. Ok, il y a une spiritualité politique. Oui, oui, justement. Parce que aujourd'hui, l'affirmation de Burkina Faso fait que nous puissions comprendre qu'il y a une certaine spiritualité politique appropriée aux Africains. Ok. Comme aujourd'hui, on peut parler d'une spiritualité politique proprement chinoise, indienne, japonaise et ailleurs. Ok. Pourquoi? Puisque, qu'est-ce qui peut faire aujourd'hui que l'Africain ne veut pas se confirmer qu'il est capable de beaucoup? On nous a toujours enseigné qu'aujourd'hui, un pays ne peut pas vivre seul, on a toujours besoin des autres. Regardons l'expérience. Aujourd'hui, avec ce pays qui ont créé les AES, ils sont là en train de vivre. Il y a combien de mois aujourd'hui que le Burkina Faso vit sans aide extérieure? Et combien de mois? On aurait trouvé déjà une trêve de faim. On aurait trouvé déjà de calamités là-bas. Mais non, aujourd'hui, le président s'est déterminé. Il y a de tracteurs qui sont entrés, des semences. Il dit, nous devons manger ce que nous produisons. Mali, Burkina Faso et ailleurs. Ils se sont déterminés. C'est-à-dire, le problème, c'est d'arriver à ce niveau de dire non à quelque chose. Ce n'est pas facile. De dire non à l'esclavagisme, ce n'est pas facile. Accepter d'être martyr pour libérer tout un peuple, ce n'est pas facile. Vous pensez que certains pays, jusqu'à aujourd'hui, en XXIe siècle, nous sommes sous l'esclavage? Oui, je vais te montrer par exemple, commençons même par le système éducatif congolais. Je prends mon pays, où l'on nous impose un système éducatif qui n'est pas compatible à l'allure du pays. L'MLD, LMD, qu'on a imposé aujourd'hui
au système éducatif congolais. Imposé ou adapté parce que le Non, monde on l'adapte par rapport. Ici, Oui, on l'adapte par rapport à quel système. Qu'est-ce qu'on a trouvé d'entrave dans ce que nous avons subi? Nous sommes allés faire des recherches en France partout avec des Français, des Anglais et les Américains. Qu'est-ce qu'ils ont trouvé en nous comme manquement? Le problème, c'est de s'offrir une valeur. Il est vrai que les Belges ne nous ont pas laissé une formation qui pouvait nous permettre de développer notre pays. Ça, c'est évident. Parce qu'en nous laissant des facultés, des options comme des pédagogies, ils ont tellement valorisé le littéraire pour qu'on parle français, on s'informe de l'histoire romaine et tout, le latin et tout ça. Dis-moi, qu'est-ce que ça devrait être comme technologique pour développer le pays? Ils ont laissé un système qui forme de généralistes. Hein. Vous comprenez? Alors, c'est un système qui devrait automatiquement prendre fin. Comme aujourd'hui, je peux citer le cas au Rwanda, ce n'est plus le même système. Quand vous avez commencé avec la mathématique, vous terminerez avec la mathématique. Et imagine-toi que tout ton parcours, tu n'as fait que la mathématique jusqu'à ce jour. Qu'est-ce que tu deviendrais? Un génie. Oui. Spécialiste en. Donc, vous n'avez fait que la technologie numérique. Et vous ne faites que ça. Jusqu'à la fin. Aujourd'hui, si j'avais fait que la technologie numérique, je serais en train de faire des bombes. Je serais en train de faire des anti quoi. Mais aujourd'hui, on nous amène un système où on vous dit le professeur d'université n'a plus assez de travail, il expose son cours en termes de squelette pour remettre aux étudiants la matière à mener des recherches. Ils vont le mener où? Chez moi, au petit village, là où il n'y a même pas de communication, il n'y a pas de réseau. Au Sancourt. Il n'y a pas de réseau. Comment l'étudiant qui est au Sancourt va mener des recherches? Autant qu'il n'est pas connecté sur Internet. Nous devrions tenir compte de tous ces éléments avant d'accéder à ce système. Que notre pays a encore au moins 96% d'espace non connecté. Même les plus longs voyages du monde commencent toujours par un pas. Savez, il fallait commencer on ne dirige au fur et à mesure. ne dirige pas sur des exemples de longue distance. Okay. On dirige sur le pragmatique. Okay. En voulant faire une longue distance, commencer par un pas, avant de faire le troisième pas, tout le monde peut partir. Et quelle génération tu vas former? Non, on ne peut pas diriger un peuple par des exemples. Non, commençons par un pas. Mais avant d'atteindre le deuxième pas, on vous dit toute la génération est partie. J'ai donné ce même exemple. Okay. Comment nous sommes en train de vouloir nous dire nous adaptons. On adapte à qui et pour l'intérêt de qui? Nous adaptons pour qu'on nous accepte en Europe? Ou bien nous adaptons pour notre valorisation, notre valeur interne? On doit adapter le système éducatif pour notre propre valeur interne, comme la Chine l'avait fait. La Chine n'a envoyé des étudiants dans les pays développés que pour n'apprendre que des options techniques. Construction, géologie, et, de technologie, et tout ce qui était technique. Et quand ces gens sont revenus au pays, l'ingénierie étrangère a pris fin en Chine. Ce sont les fils chinois qui commençaient à construire la Chine. Qu'est-ce que nous adaptons? Nous adaptons pour qu'on nous accepte en Europe ou nous adaptons pour notre propre valeur interne intrinsèque en tant que Congolais, en tant qu'Africains? Ce que Yamba Yamba m'avait dit sur ces plateaux, nous devenons des répétiteurs scientifiques. On n'a même pas de répétiteur. Un répétiteur, c'est quelqu'un que on lui dit oui, il dit oui. Mais nous, on va même au-delà de répéter. Ok. Lui qui a dit oui, il s'est déjà tué, mais nous, on continue à chanter le oui. Ça, c'est poser la question. Mais c'est oui, si on m'a dit qu'une seule fois. Mais pourquoi je suis arrivé à 7 fois oui? C'est que vous devenez même plus répétiteur. Okay. Automatiquement, on doit chercher un autre nom. Ceux qui sont forts en français peuvent chercher ça. Okay. Les Congolais sont allés au-delà de leurs valeurs. Nous ne pouvons pas avancer, puisque nous avons certaines valeurs à sauver. L'intellectuel congolais a une valeur à sauver. Donc nous avons des gens en veste, mais sans épaisseur scientifique. En réalité, du côté scientifique, nous avons des scientifiques qui, tantôt, il y avons ceux qui sont infectés et les non infectés. Vous dites. Les scientifiques infectés, moi je dis souvent les scientifiques infectés. Parce que, imaginez-vous, à l'époque, un professeur, c'est un savant. Okay. Aujourd'hui, tu dis à quelqu'un, un professeur, c'est un savant, il peut douter. Ah oui, ah oui. Il peut douter. Tout est monnayé aujourd'hui. Tu vois, il peut douter. Il va te dire, mais il a fait sa thèse où? Et les membres de son jury étaient composés de combien de professeurs ordinaires?
Et il sort de quelle université? Ça devient un problème. Le substantif ou le nom professeur d'université est en train de perdre petit à petit sa substance. Je me rappelle. Pourquoi? Parce que nous disons qu'il y en a qui ne restent plus dans les laboratoires. Parce qu'un professeur d'université, c'est un savant qui ne se sépare pas de son laboratoire. Ok. Ce que disait mon professeur Bouchab un jour. Je le salue. Un grand professeur. Oui. Évariste Et Bouchab. même quand il était en Les gens politique, les consomment dans les même institutions. quand il était Bouchab. en politique, je Oui, le oui. dis en connaissance, les professeurs Bouchab ne se séparaient pas de son laboratoire, puisqu'il continuait à publier. Jusqu'à aujourd'hui. Il continue à publier. Ok. Mais combien de ces professeurs qui sont politiques et qui publient, Il est là. et qui publient de bonnes choses? Parce qu'il ne suffit pas seulement de publier, mais publier de bonnes choses. Bouchab est un Vous génie. comprenez? Parce que quand lui écrit, Ouais, ouais. il engendre un débat. L'essentiel, ce n'est pas de convaincre. L'essentiel, c'est de créer un débat Et scientifique. puis les gens ne les rencontrent Vous pas comprenez? dans ce Il a qu'il écrit- met en place comme débat. Les gens sont dans les sensationnels. Bouchab est un génie. Quand il y parle et quand il écrit, il lance un débat. Et le débat sur lequel lui garde de la notoriété. Vous comprenez? Nous avons besoin, on a des exemples. On a des exemples. Mais réellement, je dis, il y a des scientifiques infectés et les non infectés. Voilà, les scientifiques infectés, je peux dire, c'est des scientifiques qui agissent par procuration. Oui, ils le sont réellement scientifiques par diplôme. Ok. Ils le sont par diplôme, ils ont obtenu le diplôme et peut-être qu'il est passé par un parcours de façon, je peux dire, qu'est-ce que je peux dire, avec beaucoup d'arriérés en fait. Soyez élégant. Et il est devenu ce qu'il est devenu, il se dit, je parle français, j'ai le verbe, donc je suis intellectuel. Non, ce n'est pas ça la jumelle du caractère intellectuel. C'est Ok. comme ça qu'on jauge. Merci parce qu'on a parlé d'un grand professeur de la République, Évariste Bouchab. Vous pouvez ne pas l'aimer, mais aller lire ce qu'il a écrit. Il faut le consommer, vous allez comprendre que Bouchab, ce n'est pas un moindre, hein. C'est un esprit, c'est un génie pour l'Afrique, au même titre qu'avec le professeur Kamba Ibouacha, Ndaiwel et les autres. La RDC a ses professeurs. Alors, Maître Armand Lokeka, c'était pas ça notre thématique, mais c'était important parce que les gens devaient être un peu dans le bain de l'émission. Oui. Les compétences et attributions du ministre de la Justice avec de parquets près les cours et tribunaux en République démocratique du Congo. Quelle est votre analyse d'abord de notre justice en général? L'état de la justice en RDC est vraiment un sujet que moi-même, dans mes recherches, je suis en train de faire des recherches sur cette question et heureusement que cette fois-ci, j'ai pris l'angle de la justice administrative, puisque du côté judiciaire, il y a plusieurs raisonnements qui n'aboutissent pas puisque la justice elle-même fait défaut. Vous dites? Pourquoi la justice fait défaut? Il n'y a pas la justice. Il n'y a pas la justice. Il n'y a pas la justice. Il y a des problèmes ou il n'y a pas S'il la vous plaît, justice? nous avons un problème entre la justice et dire le droit. Ok. On peut bien dire le droit en RDC, mais il n'y a pas la justice. Parce que la justice, dans le concept générique qu'on dit la justice, élève une nation. La justice n'est pas simplement l'objet de la bouche du juge. La justice est l'objet de la gestion de l'État en général. Mais la bouche du juge devient une bouche qui garantit la justice. Est-ce que ça se comprend? C'est à ce niveau-là où il y a la problématique sur l'existence de la justice. Ok. En RDC, il se pose un problème sérieux que nous décrions et que nous sommes en train de demander tout le temps, que la justice doit impérativement être en amont et au premier degré. Si nous voulons parler même de la guerre, sans justice, c'est un échec. Si nous voulons parler de budget de l'État, sans justice, c'est un échec. Si nous voulons parler de le respect des droits de l'homme, ce que peut-être nous comprenons, c'est un droit emprunté, mais nous pouvons peut-être créer en nous notre code personnel de droits de l'homme africain et de droits de l'homme congolais. Qu'est-ce que le Congolais attend par le respect des droits de l'homme, selon sa culture? Puisque nous avons plusieurs cultures, la définition des droits de l'homme selon l'Occident
repose-t-elle réellement dans les attentes et compréhensions de nos tribus et nos cultures? Nous devons en réfléchir. Alors, en gros, je te dis que c'est un combat perpétuel, parce que l'État congolais n'est pas encore arrivé à la hauteur de parler de la justice, autant que les garants, je les appelle de garants, ceux qui doivent nous dire ce qui est de la justice, ne sont pas respectés dans ce pays. Les juges ne sont pas respectés, les avocats ne sont pas respectés, les magistrats ne sont pas respectés, les inspecteurs judiciaires ne sont pas respectés. Ils ne sont pas respectés comment? Parce que il semble que sous le régime de Joseph Kabila, il ne semble pas, c'est vrai, il a éclaté cette justice en trois. Nous avons la Cour de cassation, nous avons la Cour constitutionnelle, nous avons également le Conseil d'État. Alors, nous avons aussi le ministre de la Justice. Entre le ministre de la Justice et ces trois cours, qui est au-dessus des autres? Non, quand vous sortez le ministre de la Justice en touche, c'est pas aussi important. C'est son métier d'abord, il était avocat, mais aujourd'hui le ministre, bon, pas de problème, on a changé. Mais c'est Massoud, il ne faut pas énerver mon invité. C'est mieux, puisque moi... Alors, changez, mettez le ministre en chemise alors. Alors, le problème qui est là, c'est quoi? Ce n'est pas le régime. Dans l'architecture démocratique, dans l'architecture de l'état de droit, de l'exercice du pouvoir, l'État congolais, la justice avait un seul ordre qui avait concentré tout le reste d'ordre. C'est-à-dire qu'il n'y avait qu'un seul ordre, l'ordre judiciaire, qui en son sein, l'ordre administratif était comme un département ou une chambre. Tandis que, quand nous sommes arrivés à la révolution de la nouvelle constitution que nous avons en ce jour, de 2006, il était important que nous puissions emprunter le système moderne de fonctionnement des justices comme se fait dans les États modernes. Entre autres, que chaque fait trouve son juge, que chaque entité trouve ce que nous appelons communément dans la constitution juge naturel. Et qu'on puisse créer une éclosion de ces ordres-là, que nous puissions avoir les deux ordres de juridiction, plus la Cour constitutionnelle qui n'est pas en réalité un ordre de juridiction. La Cour constitutionnelle? Oui, oui. Parce que nous avons l'ordre judiciaire et l'ordre administratif, plus la Cour constitutionnelle. C'est ça qu'on dit. Vous ouvrez trop de portes, vous risquez d'énerver les gens. La Cour n'est pas un ordre de juridiction. Je le dis en connaissance de cause. Ordre de juridiction veut dire que les juridictions sont hiérarchisées. La Cour constitutionnelle n'a pas de juridictions inférieures. À part la Cour constitutionnelle, tu as quelque autre juridiction inférieure à la Cour constitutionnelle qui est dans son ordre? Mais dans la Cour de cassation, nous avons les cours d'appel, nous avons les tribunaux de grande instance, nous avons les tribunaux de paix. Mais la Cour constitutionnelle... Au niveau de l'ordre administratif... C'est la Cour de cour. Non, moi je n'entre pas dans ce débat, puisque je n'ai jamais cru à cela, puisque chaque cour a ses prérogatives et ses compétences bien déterminées. On n'a pas besoin de vos croyances. S'il vous plaît. Non, c'est légal, c'est légal. Puisque quand on vous parle de la Cour constitutionnelle, qui est l'autorité de conformité, vous comprenez? L'autorité de conformité, de règlement, de traités, de tout acte consort qui doivent être conformes à la Constitution. Ça, c'est... Et on vous parle que le Conseil d'État, il est l'autorité de la légalité. Il a aussi ses attributions. Il n'y a pas une juridiction qui est au-dessus de l'autre. Il n'y a pas une juridiction. Quant à moi, dans notre famille de recherche, nous ne pensons pas qu'une seule juridiction, entre les trois grandes juridictions de la RDC, il y a une qui est au-dessus. Il n'y en a pas. Parce que chaque juridiction a ses attributions et compétences qu'il exerce, sans empiéter sur l'autre. Simplement, la question qui relève de la compétence attribuée par le constitutionnalisme, par la Constitution à la Cour constitutionnelle. Qui, entre autres, vous trouverez que la Cour constitutionnelle analyse les contentieux électoraux, qui, à l'essence, dans la coutume des contentieux, les contentieux électoraux sont des contentieux administratifs. Mais malheureusement, par la volonté du constituant, l'on a préféré que les contentieux relevant des élections de président de la République, de parlementaires, soient examinés devant la Cour constitutionnelle. C'est par la volonté du constituant. Il semble, selon ce que je sais,
Ce que Sinon, la Cour constitutionnelle détient la Bible de la nation. Donc, cette constitution qui a 229 articles, c'est elle qui veille sur la conformité et tout. Donc, la Cour constitutionnelle est au-dessus de notre Cour. Voyez, dire qu'il détient la Bible de la nation. Toutes les juridictions de la RDC n'ont qu'une seule autorité, la loi. Mais la seule cour qui peut surveiller, veiller la loi, conformité ou pas, c'est la Cour constitutionnelle. Il ne faut pas égaler cette cour avec la Cour de cassation du Conseil d'État. Non, je t'ai dit qu'il est le juge de la conformité. Alors. Vous comprenez? À la Constitution. Mais l'autre, il est le juge de la légalité. C'est-à-dire, recadrage de tout acte qui n'est pas conforme. Ça devient maintenant l'acte. On prend l'acte d'un individu, une autorité administrative qui prend une ordonnance, qui prend un arrêté, et cet arrêté viole les droits fondamentaux. Les droits fondamentaux sont où? Dans la Constitution. Les droits et libertés fondamentales des citoyens sont consacrés dans la Constitution. Et qui est le gardien de ce droit? C'est entre autres le juge administratif. Dans le Conseil d'État. Mais je vous le dis. Et aujourd'hui, je vous dis, c'est pas... Puisque le Conseil d'État, c'est le juge de contrôle des actes. Et ces actes, il le confronte à quoi? À la loi. Pour examiner leur légalité. Entre la mission du Conseil d'État et la mission de la Cour constitutionnelle, quelle est la mission qui prime? Dans des pays qui ne sont pas le nôtre, je ne veux pas citer. Le Conseil d'État, c'est le nœud de respect de la démocratie dans un pays. C'est le nœud. C'est la clé de voûte de l'exercice d'une démocratie limpide. C'est la clé de voûte. C'est le Conseil d'État. Parce que le Conseil d'État fait que les actes des autorités du pouvoir central soient limités sur un contrôle de conformité, un contrôle de légalité plutôt. Tandis que la Cour constitutionnelle, il y examine la conformité d'un certain nombre de textes, règlements, arrêtés, tout ça, il les examine. Et on leur attribue une compétence d'interpréter aussi. En cas de malentendu d'une disposition constitutionnelle, la Cour constitutionnelle interprète. Et l'arrêt d'interprétation, c'est un arrêt qui s'impose. Ok. Alors, cher maître, cher homme de droit, aidez-nous. L'émission est en direct sur notre YouTube au Centre Télévision. Laissez vos commentaires. Est-ce qu'il est en train de dire il a raison ou pas, ou il est en train d'énerver les lois de la République? Vous allez me poser la question, il est qui? Il a quel titre? Pour essayer un peu d'analyser comme ça. Maître Armand Lokeka, avocat, chercheur en droit des contentieux à l'UNIKIN, spécialiste en droit politique. La thématique, les compétences et attributions du ministre de la Justice avec les parquets près les cours et tribunaux en République démocratique du Congo. Je vous avais posé la question, vous n'avez pas répondu à cette question. Laquelle? Entre le cours et tribunaux et les ministres, qui est au-dessus des autres? Non, non, il y a un problème sérieux. Ok. La Constitution de la République consacre l'indépendance judiciaire, l'indépendance des institutions judiciaires, donc le pouvoir judiciaire. Le pouvoir judiciaire, au regard du principe de la séparation de ces trois pouvoirs, le pouvoir judiciaire reste indépendant, ne peut subir aucune influence extérieure ou externe qui puisse influencer les décisions de cours et tribunaux et parquets. S'il vous plaît, là vous risquez d'induire en erreur les étudiants. Le ministre de la Justice a le pouvoir d'injonction. Je veux y arriver. Je veux y arriver. Ok, continue. Je veux y arriver. Le pouvoir d'injonction, ce n'est pas le pouvoir d'influence. Le pouvoir d'injonction, c'est le pouvoir de recadrage, de sollicitation. Vous avez un problème de mots, bien comment? Il sollicite l'ouverture d'une action. Le procureur peut trouver qu'au regard de la sollicitation du ministre, il n'y a pas un fait qui répond aux infractions prétendues, il ne va pas ouvrir une action. Dans les procureurs, ça ne vaut pas influence. Le procureur peut refuser l'injonction du ministre. Je ne veux pas entrer dans des domaines plus récents, politiques et consorts. Je reste à mon niveau. Mais peut-être qu'on souffrira que je ramasse quelques petits exemples. Sentez-vous à l'aise. Les gens sont en train d'écrire à la maison. Vous faites une injonction aujourd'hui au procureur général d'arrêter quelqu'un qui a engrossé une femme qui a 22 ans.
L'homme, il a 20 ans, la femme a 22 ans, ou l'homme a 22 ans, la femme a 20 ans. Non, du fait qu'il l'a engrossé, monsieur le procureur, nous voudrions que tu puisses l'arrêter. Le procureur examine l'injonction du premier du ministre. Il trouve qu'il n'y a aucun fait qui le pousse, lui, procureur, de trahir son serment. Ok. De ne rester que sous l'autorité de la loi. C'est ça le serment. Donc ce serment est sacré. Oui. S'il trouve qu'il n'y a pas un comportement répréhensible qui entre dans le champ de mes actions en tant que procureur, le gardien de la loi, il ne peut pas procéder, aller arrêter un garçon qui a engrossé une femme de 20 ans. En termes de viol ou en termes de quoi? Vous comprenez? Tout ce que la loi pénale n'a pas prévu peut arriver que le ministre se réveille de son sommeil pour dire, écoutez, arrêtez-moi toute personne qui va porter une chemise blanche. Mais attends, la loi pénale n'a pas prévu une peine, même pas de privation de liberté, à tous ceux qui porteraient des chemises blanches. Mais le ministre dit non, comme la personne qui est avec moi des problèmes porte souvent des chemises blanches, je veux qu'on m'arrête tous ceux qui ont des chemises blanches. Donc le ministre ne peut pas agir avec ses imères, même s'il veut, il doit respecter les lois de la République. Qui est le régulateur alors de la société, si ce n'est pas le ministre de la Justice? Non, il n'est pas le régulateur. Il est l'autorité qui présente de réformes. Ok. Il peut engager la politique judiciaire, n'est pas la justice. La politique judiciaire voudrait dire que le ministre recadre la politique judiciaire en proposant des réformes. Dans la vision. Voilà, Okay. dans la vision de l'ensemble du gouvernement et du pays. Ok. Le ministre a des prérogatives dans lesquelles il collabore avec l'administration judiciaire. Entre autres, il ne peut pas soumettre le magistrat et le juge à violer les lois ou à influencer leurs décisions. Là, il est en train de porter atteinte à l'indépendance. S'il vous plaît, maître, parce que voilà. je vous avais posé une question entre le ministre et ceux qui sont dans les cours des tribunaux, qui est au-dessus des autres. Moi et vous, on s'est mis d'accord que le ministre, c'est celui qui donne la vision de la justice. Donc, quand il communique la vision, les cours et tribunaux n'ont qu'à appliquer cette vision pour le bien-être de la société. Là, on s'est mis d'accord. Non, il y a la vision et la décision. Nous parlons dans le même langage, mais j'ai parlé de la politique judiciaire. C'est ça la vision, en fait. Il est le recadreur de la politique judiciaire. Il assure l'administration de la justice. Mais il n'a pas l'autorité d'influencer sur les décisions de justice. Alors, il n'a pas l'autorité d'influencer, mais il peut donner la vision. Mais cette vision, si la vision, elle est conforme aux lois de la République, regardez. Donc, si les cours et tribunaux, eux, n'appliquent pas, les ministres peuvent frapper fort. Frapper qui? Parce que dans le commentaire, les gens voient le ministre était là, ministre était là, on voit l'actuel ministre, Constant Moutamba, voir les gens, les opprimés, les gens qu'on a arraché des parcelles, ainsi de suite. Les gens ont cru, les gens pensent que le ministre a tout le pouvoir pour régler leurs problèmes. Non, le ministre sollicite au travers les procureurs de la République, au travers les procureurs généraux, ce qu'il entend dire, puisqu'il est comme l'interface, vous comprenez, entre l'exécutif et le pouvoir judiciaire. Il joue le deux rôles. Quand il a entendu, il retourne chez le garant de la justice pour leur dire, voilà, j'ai entendu quelque chose de pareil. Vous comprenez? Et ils disent, voilà, nous sommes en train d'examiner le dossier est sous enquête, et nous allons rendre des décisions le moment venu. Le procureur répond ainsi, il n'a pas commis un péché, puisque le ministre n'a pas le pouvoir d'influencer les décisions des justices. Mais il est le recadreur de la politique judiciaire, qui voudrait dire tout simplement le fonctionnement. Si aujourd'hui vous voyez le parquet sont pleins de magistrats, qui venaient d'être nommés, certains n'ont même pas de table, n'ont pas de bureau. Vous comprenez? Il revient maintenant au ministre de voir de près comment les magistrats peuvent être bien dans leur exercice, dans l'exercice de leurs fonctions. Vous comprenez? Mais il ne peut pas. Aujourd'hui, le procureur libère quelqu'un ou donne la liberté provisoire à quelqu'un
et le ministre dit non, je suis contre la décision du procureur général. Non, non, non. Maître Armand, j'ai l'impression que vous êtes en train de vous contredire. Si vous dites qu'il y a les magistrats ainsi de suite nommés, c'est les ministres qui doivent veiller pour qu'eux travaillent dans de bonnes conditions. Oui. Ça, c'est ses attributions. Oui, oui. Mais le même ministre qui doit le mettre dans de bonnes conditions, ce même ministre ne peut pas surveiller le travail qu'eux font. Non, ne peut pas avoir la même mise. Il y a deux aspects. Ou l'influence sur leur décision. Si leur décision détruit la nation, le ministre doit se mettre à l'écart. Il y a deux aspects. Nous avons le respect de l'indépendance et nous avons la mise en forme de l'administration de la justice. Qui, du reste, le pouvoir judiciaire n'exécute pas le budget de l'État. Or, le budget de l'État passe par un schéma. Par quel schéma le budget doit passer? C'est par le ministre. C'est pourquoi je vous dis qu'il est le recadreur de la politique judiciaire. Il est le responsable de l'administration et du bon fonctionnement dans le cadre de l'administration. Puisqu'il est le gérant des lieux pénitentiaires. Tu vois, bon, excusez-moi le mot gérant, je ne dis pas gérant. En fait, il est la personne habilitée à construire des prisons. Qui amène des gens en prison? Ce sont les parquets et les tribunaux, les causes des tribunaux. Les magistrats, les juges et autres. Il doit savoir, il y a combien de prisons en RDC, ils sont construits, ils sont à quel état, comment ces gens mangent, comment ils se nourrissent, comment ils font ceci. C'est de la justice. Dans la viabilité. Oui, c'est judiciaire. Mais Maître Armand, c'est judiciaire. J'ai l'impression que dans vos dires, dans vos recherches, vous diminuez les champs d'action du ministre. Je ne les diminue pas. Je suis en train de te présenter des aspects. Dans l'indépendance judiciaire, on protège les décisions de juges, de magistrats, qui ne peuvent subir aucune influence. Mais si ces décisions sont à l'encontre la loi a prévu des voies de recours. Pour nous les justiciables, la loi vous dit ceci. Si vous n'êtes pas satisfait d'une décision de justice, tout justiciable est libre d'exercer le voie de recours contre cette décision. Si c'est au premier degré, vous allez en appel au second degré. Si c'était en appel, vous allez en cassation. Si c'était en cassation, si ce n'est plus susceptible de recours, mais il n'y manque pas la révision. Il y a toujours devoir recours. Et quand vous venez en révision, même devant la Cour de cassation ou devant la Cour constitutionnelle, le Conseil d'État, c'est-à-dire qu'en disant que non, j'ai trouvé qu'il y a des éléments nouveaux, parce que si je vous mettais, vous juge, dans ces conditions, vous n'auriez pas dû rendre cette décision-ci. Alors, voilà. Donc, à ce niveau-là, on ne permet pas à une autorité exécutive d'influencer la décision de juge, mais plutôt laisser les juges exercer indépendamment et respecter leur serment. Mais c'est là où il y a un problème. Lequel? Si le chef de l'État se plaint aujourd'hui, il dit que la justice est malade, c'est parce que ces juges et magistrats, ils sont comme les électrons libres. Ils savent que ce que nous faisons, nous n'avons pas raison. Ils prennent des décisions cavalières comme ça s'il vous plaît, ils prennent des décisions cavalières comme ça parce qu'ils savent que nous, on a déjà fait notre premier pas pour justifier ce qu'on a eu auprès du client. Et la personne, si elle est forte, elle peut aller en deuxième degré, troisième degré, ainsi de suite. Si la personne n'a pas suffisamment de moyens, voilà pourquoi il y a clameur publique. Le peuple souffre. Non, vous savez un problème. Hein? Le président a dit que la justice est malade. Moi, ce concept-là, ce mot-là, je ne l'ai pas aimé. Excusez-moi, ça m'engage comme moi. Non, la justice lui dérange, lui cause les maux de tête. Non, regardez une chose. La justice n'est pas malade, en fait. Il faut trouver des mots justes à donner à cette justice. Qui, du reste, le président est le produit de cette justice-là. Le président de la République est le produit de la justice injuste, la justice malade. Alors, s'il faudrait dire à sa justice qu'il a rendu président qu'elle est malade, quel est le sort de son arrêt qu'il a confirmé président de la République? C'est un arrêt malade. Non, quand on dit que dans un hôpital, il y a des malades, cela ne veut pas dire que là-bas, il n'y a pas de gens qui... Allons-y sur une analyse claire et simpliste. Vous comprenez? La justice peut rencontrer des problèmes, puisque l'État lui-même a un problème. Bon, est-ce que nous pouvons parler que la justice est malade et que l'État est bien? L'État congolais est bien, c'est simplement la justice qui est malade. Non, les problèmes sont profonds, mais... L'État congolais est d'abord au coma et la justice peut être malade. Parce que ça suit maintenant le principal qui est l'État. Donc si l'État meurt, maintenant la justice va remplacer le coma.
Ils sont en chaîne. Parce que c'est dans un état où nous trouvons l'exécutif, le législatif et le judiciaire. Si le judiciaire est malade, l'exécutif est au coma. Le législatif maintenant il est où? Aux urgences. Et la justice est malade. Donc on peut d'ailleurs pour l'instant, si la justice est simplement malade, identifions la maladie. C'est du Covid, ou bien c'est de Ebola, ou bien c'est du choléra. De quoi souffre réellement la justice de la RDC pour qu'on apporte des remèdes? Le premier problème, la qualité de juges qui sont recrutés dans le pays. En tout cas, excusez-moi. Il y a du n'importe quoi. Vous comprenez? Nous aurions dû avoir un critère. Nous avons proposé dans certains salons que ne peut être magistrat que celui qui est même passé 2 ans ou 3 ans au barreau, par exemple. Prenons l'hypothèse. Quelqu'un qui a déjà ôté la frousse, la honte, la peur d'affronter un débat, il peut être recruté avec des valeurs. Mais qui est cet avocat sérieux qui peut quitter le barreau pour aller être juge aujourd'hui? Et tantôt, les jeunes qui viennent au barreau, quand ils chôment 2-3 ans, il n'y a pas d'emploi, il va faire le barreau. Et quand on dit il y a un test de magistrat, il y part. Quel est son rendement? Dans le barreau, il a exercé. Et vous trouvez un magistrat qui fait 5 ans, il ne sait réagir à aucune question de droit. Alors, il faut prendre du temps pour qu'on ait une génération de magistrats. Par exemple, nos amis de 2009-2010, aujourd'hui, ce sont des gens qui font la loi aujourd'hui. Parce qu'ils ont appris combien d'années après sont nos collègues. Nous avons été peut-être au barreau depuis 2009. Avec eux jusqu'aujourd'hui, ça fait 15 ans, 14 ans. On est dans le corps. Donc, on a la latitude de répondre à certaines choses. Ça, c'est le premier élément. Le recrutement n'est pas encore bien structuré. Deuxième élément. Quelles sont les phases de formation qu'on réserve pour nos magistrats? Ils sont formés où après être recrutés? À part les formations préalables qu'on leur donne ici à l'UPC, peut-être pour établir un procès verbal, pour entendre quelqu'un. Mais demandez aux magistrats encadreurs qui sont dans des cours et dans des parquets actuellement, ils éprouvent de sérieux problèmes. Quelles sont les formations qu'on réserve, même pour nos magistrats actuels qui ont déjà fait 14 ans? Ils ont droit d'être formés à de droits nouveaux qui naissent, à nos nouveaux éléments de droit, de nouvelles analyses de droit, une nouvelle façon de rédiger un arrêt, des séminaires de recyclage. De renforcement. Où est-ce que dans un pays on ne peut pas renforcer les capacités intellectuelles? Ça s'appelle mise en jour. Combien de magistrats voyagent pour des formations dans des pays qui sont avec nous dans une même famille? Combien de magistrats? Le Conseil supérieur de la magistrature a quel moyen pour déplacer les magistrats du pays pour se faire former? Et même organiser des colloques nationaux, dans le cadre national, pour former tous les magistrats. Ça s'est fait combien d'années? Alors, c'est un fait. Aucun pays ne peut émerger sur le plan de justice si les juges n'ont pas un niveau acquis pour résoudre le problème. Donc, c'est les problèmes ce n'est pas simplement... Non, je vais y arriver. Il y a un grand problème qui reste. Pas de problème. Ce n'est pas simplement du fait qu'il soit juge, mais il doit s'acquérir de la matière à résoudre. De quoi s'agit-il dans cette affaire? Sur la question majeure qu'un juge doit se poser. Et quelle est la substance, quelle est la base sur laquelle je vais m'asseoir? Ces questions sont résolues. Et l'épineux problème qui reste, c'est sur la prise en charge de nos magistrats et juges. Sont-ils respectés? C'est pourquoi je t'ai dit qu'est-ce qu'ils sont respectés. Un magistrat qui recevait des millions de francs à l'époque de Matata, qui allait à 1000 quelque chose de dollars ou presque 2000 dollars. Aujourd'hui, les 2 millions reviennent à combien? Les 2 millions de francs reviennent à combien? À moins de 1000 dollars. Et il paye un loyer qui n'est pas pris en charge par l'État congolais, qu'il paye peut-être, il a un loyer de 600 dollars le mois, puisqu'il est magistrat, il ne peut pas rester dans une maison de 150 dollars. C'est-à-dire que tout son salaire qu'il reçoit là va au paiement du loyer. Le 2 millions qu'il reçoit des francs congolais, il paye le loyer chaque fin du mois. Il a 3 enfants, 4 enfants qui doivent étudier. Il a peut-être un petit véhicule qui doit avoir du carburant. Il a une épouse qui doit acheter de pagne, qui doit avoir ne fût-ce que de foulard de tête. Et vous le payez 2 millions de francs qui passent au loyer. Le reste de sa vie, il va le mener comment? Donc, on peut dire que non, c'est l'aîné du problème.
dans notre justice parce que le magistrat et les juges sont mal payés et c'est ce qui les pousse à prendre des décisions. Je prends l'exemple d'un pays que vous n'aimez pas, le Rwanda. Je prends l'exemple d'un pays que vous n'aimez pas. Non, il ne faut pas prendre l'exemple de ce pays-là. Je donne un exemple. Ces pays nous énervent, s'il vous plaît. Non, c'est vrai, supportons... vous pouvez changer notre pays, s'il vous plaît. Bon, je prends l'exemple du pays comme l'Ouganda. Ok. C'est un pays qui vous énerve? Bon, je prends Nairobi. Ok. Un juge est autant respecté dans ce pays que leurs enfants ne paient pas les Minerval, ne paient pas l'école. Et ils étudient dans des écoles comme... des écoles de valeur. Hein. Non, les enfants de ces juges étudient dans les écoles construites dans des normes. C'est le cas de la RDC avec la volonté politique. Le frais de paiement, c'est le gouvernement qui paye pour les enfants de magistrats. Les soins de santé en totalité sur la chaîne de l'État. Le loyer en totalité sur la chaîne de l'État. Un magistrat qui se met à cet état de vie, vous pensez bien qu'il ne va pas se mettre de 20h à 23h pour lire? Vous êtes sûr? Donc vous défendez leur bavure ou bien comment? Non. Parce que ces gens, ils sont mal payés. Ils doivent faire souffrir la population à prendre de mauvaises décisions, Maître Armand. Non, il ne faudrait pas que nous puissions guérir une maladie sans pour autant relever des symptômes importants. Qu'est-ce qui fait que cette personne tombe malade? On dit non, mais il continue à boire de l'eau sale. C'est pourquoi il tombe en typhoïde. Qu'est-ce qu'il faut faire? Interdisons à la personne de boire de l'eau sale. Donc, c'est le travail du ministre. Les mettre dans de bonnes conditions. Avant de donner les injonctions, ils doivent s'assurer que ces gens sont pris en charge de façon équitable et de façon respectueuse. Est-ce que nous respectons ces magistrats? Regardez, je vais vous dire une chose. Un magistrat qui prend la bière à Nyangwe, il est interdit formellement par leur loi et la déontologie de la magistrature. Il ne peut même pas être en contact avec un public comme ça. Parce que c'est quelqu'un qui tient la vie de tout un peuple en main. Est-ce que nos magistrats congolais sont respectés au Congo? Nous ne pouvons que leur condamner en réalité. Vous avez raison de les condamner, puisque vous ne connaissez pas le stress que ces gens traversent. Nous les respectons, mais eux aussi. Non, le respect, ce n'est pas ils n'ont pas également le droit de faire arrêter les gens injustement parce que l'État ne les paye pas bien. Le respect, ce n'est pas la théorie. Le respect, ce n'est pas la théorie. Le respect d'un magistrat, c'est de le mettre à l'État de rendre bonne justice. Puisqu'il c'est à lui que nous attendons. Quand sa bouche s'ouvre, l'État se dit j'ai une solution. Un magistrat et un juge n'ouvrent pas sa bouche pour dire n'importe quoi. Et récemment, le ministre de la Justice était là-bas à Makala, dans la prison centrale. Vous êtes quelqu'un de droit, vous avez quand même suivi les doléances des gens. Donc les gens sont là-bas, il y a des victimes, les gens qui ont juste des petits problèmes, ils sont là-bas, mais la majorité des gens, ils sont dehors, les gens qui commettent peut-être de bavures. Tout ça, c'est les magistrats et les juges. Non, tout ça, ça relève du problème général de l'absence de l'État. Vous dites? Ça relève du problème général de l'absence de l'État. Non, il n'y a pas l'absence de l'État en RDC. S'il vous plaît, excusez-moi. Nous avons l'État. Je voulais vous le dire. Certes, vous avez l'État, c'est bon. Mais l'absence de l'État se fait sentir à partir de ce cri d'alarme de Makala. Une prison qui était construite pour peut-être 6 000 personnes a aujourd'hui plus de 20 quelques ou 18 000 quelque chose de personnes. Ça veut dire quoi? L'État n'existe pas. Non, l'État existe, non, je vais mais vous le dire. l'État doit améliorer le ministre de la Justice actuel, pour que les gens... Le ministre de la Justice actuel n'est pas le premier ministre de la Justice. Mais il a la volonté, il semble. Non. Le fait d'aller à la prison de Makala, il n'est pas le premier. Il n'est pas le premier d'y aller. Il y en a qui partent. Peut-être pour lui, il a préféré que la caméra l'accompagne. Mais pour les autres, il ne voulait pas que la caméra accompagne. Vous dites? Non, peut-être pour lui, il a préféré qu'il soit sous les jumelles de la caméra. Mais il y a des ministres de la Justice qui descendaient et qui connaissaient la situation. Il descendait. Mais le problème sur lequel c'est décidé pour désengorger en construisant une autre prison pour permettre aux juges de dire réellement qui a tort et qui n'a pas tort. Pourquoi? Puisque la procédure pénale, c'est une procédure la plus complexe. Quand on parle de prorogation de procédure de détention, là, le magistrat a son plein pouvoir de dire que je ne suis pas encore éclairé dans mon enquête. Vous comprenez? Nous ne pouvons pas dire à un magistrat que non, pourquoi tu as mis ces messieurs? Il dit non, non. Même pour raison d'enquête,
C'est aussi longtemps qu'il n'est pas encore suffisamment éclairé dans son enquête, il ne libère pas. Mais maître, c'est là on parle de la corruption, on parle également de billets verts cul sur qui. Vous savez, parce que il faut attendre la conviction personnelle du magistrat. Vous êtes sûr? Du moment que il y a certaines corruptions, que vous voyez que ça saute comme ça, que le monsieur ici, il est en train d'écrire, ce qu'il écrit, ce n'est pas ce que toi tu es en train de lui dire. Je vais vous dire une chose. Oui, oui. Vous parlez de la corruption au niveau des instances judiciaires. Oui, oui, oui. Et la corruption, c'est criant, la corruption au niveau de la police et de l'armée, vous ne parlez pas? Non, c'est un mot. Mais ici, nous parlons... La corruption au niveau de la politique. Au cours des tribunaux. J'ai dit c'est un mot. C'est pourquoi je vous ai dit nous sommes dans un secteur, il ne faut pas généraliser le problème. Il est général et générique, autant que l'État a un problème. Et que si l'État est réparé, l'État revient, on met en jour l'État pour donner l'existence à un véritable État, nous n'allons plus jamais décrier le problème de corruption dans aucun secteur. Que l'on ne pense pas qu'un seul ministre de la Justice peut mettre fin à la corruption ou à l'impunité. Pour autant que si on arrête aujourd'hui son petit frère, il ne nous le dira pas comment il va appeler le procureur pour le faire sortir. C'est le procureur qui va subir. Nous en savons quelque chose. Avant, quand j'ai annoncé que je vous reçois, les gens m'ont demandé de vous poser cette question. Le ministre Constant Moutamba, il aspire l'espoir au public. Est-ce qu'il peut influencer les chefs de l'État pour que les chefs prennent des mesures de grâce pour libérer les gens? Le ministre de la Justice, c'est un technicien, il n'est pas quelqu'un d'influencé. On doit trouver en lui l'esprit technique de la justice. Okay. Quelqu'un qui comprend réellement les enjeux de la justice. Et non quelqu'un qui vient mettre la masse devant la justice. Qui peut désengorger la prison, les chefs ou les Le terme désengorger, là, ça veut dire quoi? C'est-à-dire, le terme désengorger, la justice, ça veut dire quoi? Quelle est la procédure? On va libérer des gens dont les enquêtes ne sont pas encore arrivées. Mais c'est ça que j'ai dit, parce que les gens pensent que le ministre peut vider la prison et puis... non, les dossiers ne sont pas les dossiers du ministre. Les dossiers sont les dossiers de la justice, d'un autre pouvoir judiciaire. Il n'a pas ces pouvoirs-là. Non, mais il va désengorger. Pour désengorger, il doit construire une autre prison pour diminuer le tas de gens qui sont détenus. Mais libérer les gens qui ont des problèmes un peu mineurs. Non, quel est le problème mineur? Quelqu'un qui a volé, comme j'ai entendu, quelqu'un qui a volé un téléphone de 20 000. Oui, oui. Non, mais il n'a trouvé que celui-là sur la table. C'est pour qu'il a volé le téléphone de 20 000. S'il avait trouvé sous le téléphone d'autres une enveloppe de 10 000 $, il laisserait? Quelqu'un qui prend le courage de voler un téléphone de 10 000 francs. Mais sous ce téléphone de 10 000 francs, il y avait une enveloppe de 10 000 $. Il allait prendre le téléphone et laisser 10 000 $. Merci. Donc, il ne faut pas qu'on fasse une analyse totalement sociologique dans le cadre de dire non, pitié, puisqu'il a volé un téléphone de 20 $. La philosophie judiciaire n'analyse pas les choses de cette façon-là. On regarde le tard de l'individu qui est incriminé, son comportement, son avenir dans la société, et tout ça tient compte pour que la philosophie du droit judiciaire soit appliquée. Alors, Maître Armand Mefes, il nous reste 2 minutes sur 3 minutes. La dernière Donc tu dirais que le ministre ne va pas influencer le chef de l'État, de faire, au moins dans le cadre d'amnistier ceux qui ont déjà épuisé, conformément à la loi, le président peut prendre l'amnistie pour sortir certaines personnes condamnées qui ont déjà fait peut-être, conformément à la loi, plus de 2 tiers de leur condamnation. Les compétences et attributions du ministre de la Justice avec le parquet près les cours et tribunaux en RDC. Alors, la dernière question, parce que c'est aussi l'actualité, j'ai lu un tweet d'un grand frère, journaliste, l'artiste chanteur Kofi Olomide est convoqué le lundi 15/7 au parquet général près la Cour de cassation pour des faits dont la connaissance lui sera communiquée, séance tenante. Cette convocation est interdite. La question, est-ce le parquet général près la Cour de cassation a ce pouvoir-là de convoquer ou de convoquer un artiste? Non, le procureur a sa compétence qui a été étendue dans toute la République, puisque tout le dossier judiciaire
relèvent, qui sont au niveau du parquet, sont les dossiers du procureur général. Vous comprenez? Mais il y a un fait. Okay. Le procureur général près la Cour de cassation, c'est le sommet. Alors, si le procureur près la Cour de cassation, qui est le sommet, commence à venir jusqu'à nous prendre, nous, qui ne répondent pas à ces privilèges de sa juridiction, ça pose un problème sérieux. Ça pose un problème, ça, je le dis, puisque le procureur près la Cour de cassation est la sommité de parquet. Et la sommité de parquet. Et que lui peut, par simple ouverture d'un dossier, soit d'information judiciaire ou d'un dossier pénal, il demande à un procureur général près la Cour d'appel ou un procureur de la République près le tribunal de grande instance d'entendre monsieur Koffi Olomide. Koffi Olomide, que je sache, n'est pas un privilégié devant sa juridiction dont il a su le recadrage judiciaire. Donc, Koffi n'est pas justiciable de la Cour de cassation. Koffi n'est pas quelqu'un qui... Aucune loi ne donne à Koffi ces privilèges-là. Donc le procureur a fait une déviation, il n'est pas je ne parle pas de la déviation. J'aurais bien voulu que le procureur devrait remettre M. Koffi Olomide entre les mains d'un parquet inférieur à lui. Puisque c'est vers lui que tous les recours doivent être faits en cas d'abus de procédure. Si un magistrat de parquet de grande instance commet un abus de procédure contre Koffi Olomide, Koffi va faire le recours à qui? C'est à lui. Okay. Alors il rend Koffi au dernier niveau, au sommet où il ne peut pas exercer une voie de recours. Il ne peut pas exercer un recours. Même s'il y a abus de procédure, Koffi va se plaindre auprès de qui encore maintenant? Parce que le procureur est la sommité de la justice. Peut-être parce que Koffi, c'est parmi les artistes qui ont notre passeport diplomatique. Il est ambassadeur. Non, le passeport diplomatique ne privilège pas. Les privilégiés sont légaux. Les privilèges des juridictions, ce sont des attributions. C'est légalement que c'est prévu. Et les questions qui doivent être examinées auprès de la Cour de cassation, les infractions qui relèvent directement du dernier degré devant la Cour de cassation, sont des infractions que le procureur général se saisit même d'office. Okay. Parce que ça relève des questions qui sont examinées devant sa juridiction de la Cour de cassation. Mais des questions, par exemple, prenons l'hypothèse que Koffi peut-être aurait insulté quelqu'un. Toufinayo. Injure simple, prenons les cas. C'est un exemple. Je donne un exemple. Ouais. Moi, je ne connais même pas de quoi on l'a appelé. Injure simple. Le procureur général de la République, procureur général près de la Cour de cassation, convoqué, par exemple, moi, Maître Armand, comme je suis là, en infraction d'injure simple. Non, je ne crois pas. Si c'est tombé entre sous, le procureur descend le dossier en bas pour qu'on instruise par les magistrats qui sont en dessous. Et en cas d'abus de procédure, moi je peux dire, monsieur le procureur général, les procureurs ici n'ont pas respecté la procédure par vous énoncée. Je voudrais que vous puissiez m'entendre au second degré ou en dernier ressort. Merci, maître. Quand lui déjà met Koffi à ce niveau, moi je pense que, bon, je ne dis pas manque de mots à qualifier, mais néanmoins, le procureur général a donné un privilège que Koffi ne mérite pas. Merci. Merci, maître Armand Lokeka. Les compétences et attributions du ministre de la Justice avec les parquets près les cours et tribunaux en République démocratique du Congo. C'était ça notre thématique d'aujourd'hui. Je précise bien, mon invité s'appelle maître Armand Lokeka, avocat chercheur en droit des contentieux à l'UNIKIP, donc l'université de Kinshasa, spécialiste en droit politique. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup, M. Delphin. Ça fait longtemps que tu m'as appelé et j'aimerais bien que les invitations comme ça de débat sur l'ordre scientifique ne soient pas la dernière fois. Je te serai toujours disponible toutefois aussi pour l'intérêt du peuple congolais et puis de dirigeants des institutions qui nous écoutent afin que l'on essaie de partager ce que l'on connaît. Parce que quand on connaît, on ne peut pas mettre ça dans la poche. Merci. Merci beaucoup. Je demande la tolérance à ceux qui nous ont suivis et s'il y a des questions qui nécessitent d'échanges permanents, de débats, Monsieur Delphin, à mon numéro, je veux accepter de répondre à vos invitations pour un échange approfondi, puisque je suis en train de faire des recherches approfondies et bien détaillées sur les contentieux et nous allons
restez à votre disposition. Merci. Vous pouvez également écrire parce que l'émission est déjà sur notre chaîne YouTube Au Centre TV ou Delcast Télévision. Cette émission, c'est chaque jour ici sur 10e rue Télévision. Il y a un numéro là, ou soit sur YouTube. Laissez vos commentaires. Nous allons l'inviter si vous décidez, ou soit si vous voulez un débat. On va d'abord essayer un peu de tchatcher votre niveau, voir si vous pouvez. Comme ça, on fera ces débats vraiment scientifiques. Hein. C'est aussi une manière d'aider la République démocratique du Congo. Je dis un grand merci à l'équipe qui m'a accompagné, surtout à mon réalisateur, la main ingénieuse, Monsieur Massounda. Je vous aime beaucoup, mon réalisateur, les réalisateurs de cette émission Au Centre. Et aussi, de l'autre côté, la régie finale, je vois Papa Toussaint, Monsieur Toussaint.